Dans ce module dédié aux complications possibles et fréquentes d'une plastie du ligament croisé antérieur, nous commencerons par les deux causes de laxité que sont la rupture et la malposition du greffon. Nous allons le voir, le diagnostic de rupture de la plastie ligamentaire peut être facile dans certains cas comme celui-là, mais parfois un peu plus subtil. Dans le cas présent, on voit d'emblée dans le plan sagittal qu'il existe une discontinuité de la partie distale de notre plastie ligamentaire qui manifestement est avulsée, horizontalisée et laxe. Disons-le tout de suite car plusieurs auteurs insistent sur ce point et notamment l'étude de Horton qui est centrée sur cette question, la référence est à la fin de ce module, que le plan coronal comme le plan axial, mais en particulier le plan coronal, sera toujours très utile dans l'analyse de votre ligament dans ce plan coronal. On verra bien ici qu'il n'existe pas manifestement de faisceau très convaincant, suggérant également la rupture de cette insertion ligamentaire. Dans une étude de référence proposée par Collins il y a quelques années, la performance diagnostique des différents signes classiques était proposée. Ce qu'il en ressort, c'est qu'attention, la sémiologie connue, classique, facile sur un ligament natif est d'utilisation un peu plus difficile dans un contexte de rupture de plastie. Voici ces différents signes qui étaient étudiés. L'absence de plastie, c'est-à-dire la vacuité complète de la fosse intercondylaire par rétraction de la plastie ligamentaire comme cela peut arriver sur un ligament natif, ne s'observait que dans 28% des cas de rupture complète. Nous préciserons ici que l'auteur Collins s'intéressait soit à la rupture complète, soit à la rupture complète ou la rupture partielle du ligament. Cette rupture partielle, disons-le tout de suite, existe dans un contexte d'accident sur plastie. L'auteur aime bien les rejoindre car il considère que souvent, que la rupture soit complète ou partielle, elle requérera une reprise opératoire. Qu'en est-il des autres signes? La discontinuité, comme on la voit ici, est évidente dans 72% des cas, encore une fois, aidons-nous du plan coronal. Cette discontinuité est de sensibilité plus faible si l'on intègre les ruptures partielles. Qu'en est-il de l'hypersignal focal? On le sait, la valeur de l'hypersignal au sein d'un ligament est assez faible, en particulier dans les 2 premières années. Attention de ne pas vous faire avoir par cette anomalie focale qui peut résulter d'un phénomène de ligamentisation, d'où une spécificité assez faible de ce signe comme on le voit ici. Mais le plus frappant dans l'étude de Collins reste à venir. Regardez l'horizontalisation. L'horizontalisation dont on vous a dit qu'elle était, parce qu'elle est présente chez ce patient, qu'elle était, souvenez-vous, sur un ligament natif, un élément extrêmement évocateur d'une rupture complète du ligament. Sa sensibilité est ici très faible, à seulement 30% environ. L'explication de ce défaut d'horizontalisation malgré une rupture complète siégerait dans l'existence en contexte post-opératoire d'un certain degré de fibrose qui engainerait votre ligament et qui, malgré sa rupture, lui ferait garder une orientation satisfaisante. Nous allons en voir un exemple dans une diapositive à venir. Le 5e signe étudié par l'auteur, assez peu important mais que nous rapportons, est celui d'une laxité, c'est-à-dire d'une impression de distension de votre ligament par défaut relative de verticalisation. C'est un peu flou, quoi qu'il en soit, ce signe était d'une très faible sensibilité. De la même manière, les auteurs s'intéressaient à la possibilité d'un ligament qui restait très vertical, mais dont les contours étaient très irréguliers, avec festonnement, ondulation des berges, et constataient que ce signe n'était présent que dans 20% des cas. Enfin, les auteurs s'intéressaient à la persistance sans franche discontinuité d'un ligament, mais avec amincissement. Enfin, les auteurs s'intéressaient à la possibilité d'un ligament dont la continuité semblait globalement préservée, mais qui pourrait présenter un amincissement plus ou moins sévère, supérieur à 50%, ou inférieur à 50%, là encore pour des sensibilités variables qui vous sont présentées dans ce tableau. Au total, ce tableau peut faire un peu peur, mais il avait le mérite de nous montrer cette sensibilité très incomplète des signes classiques ou qu'on aime classiquement observer pour affirmer une rupture complète, et notamment l'horizontalisation, sensibilité de seulement 28%, et la discontinuité qui semble pouvoir manquer dans plus de 25% des cas. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort globalement de ce tableau est que malgré une faible sensibilité de ces signes, eh bien, la spécificité d'un certain nombre d'entre eux, lorsqu'ils sont vus,
est excellente, et en particulier ceux qui ont ces défauts d'une faible sensibilité, l'horizontalisation, la discontinuité et l'absence de plastie, lorsqu'elles sont vues, ont une spécificité de 100%. On a parlé de la trop faible spécificité de l'hypersignal focal. Les spécificités de ces autres signes sont intéressantes, ce qui fait que quand vous les voyez, votre attention devra être attirée. Au total, les auteurs disent que si un grand nombre de signes ont une bonne spécificité, leur faible sensibilité fait qu'il faut souvent les additionner pour se faire son opinion. La performance diagnostique de l'IRM restant somme toute excellente lorsqu'on met bout à bout et qu'on additionne ces différents signes. La sensibilité pourrait paraître un peu mauvaise quand on parle de rupture complète. Pourquoi ? Parce qu'on rate quelques ruptures partielles. Si, et c'est ce que l'auteur plaide, on souhaite détecter les ruptures partielles et les ruptures complètes, car ce sont celles-là qui intéressent le chirurgien dès lors que votre patient est un peu lax. Eh bien, la sensibilité monte à 88%, spécificité 87%, variable prédictive positive 93%. Autant dire que tout cela est excellent dans des mains entraînées. Mettons cela en pratique avec un nouveau cas clinique. Voici le cas de ce patient qui bénéficie d'une plastie du ligament croisé antérieur, mais quelques semaines après la reprise, pas de chance, se tord le genou et revient avec un gros hématome, une grosse hémarthrose et une laxité clinique. Lorsque vous regardez les images dans le plan sagittal, de prime abord, vous pourrez considérer que ce ligament est d'orientation très verticale. Ceci pourra vous rassurer, mais vous vous souviendrez de la très faible valeur de cette verticalisation, ou plutôt de l'horizontalisation comme signe de rupture. Vous observerez donc les autres signes. Y a-t-il une discontinuité des fibres ? Eh bien, on ne voit pas à la partie haute de fibres très convaincantes. Y a-t-il un amincissement de votre plastie attendue ? Eh bien oui, probablement, puisque ne persistent que ces quelques fibres réduites à peau de chagrin. Alors, parce que c'est la règle, eh bien vous ne vous contenterez pas de ce plan sagittal et vous regarderez les autres plans. Vous regarderez le plan, par exemple, coronal, dont Horton nous dit qu'il est tout à fait essentiel. Et là, eh bien, il vous sautera aux yeux qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de fibres très convaincantes de ces simples ou doubles brins attendus en cas de plastie ligamentaire. Vous confirmerez également dans le plan axial qu'il n'y a rien de très reconnaissable et signerez le diagnostic de rupture complète, malheureusement, de cette plastie ligamentaire. Voici le cas d'un troisième patient porteur d'une plastie depuis 3 ans et sujette à un traumatisme en torsion récemment. L'examen clinique est un peu inquiétant, le patient est douloureux, on vous le réfère pour une IRM. De prime abord, dans le plan sagittal, vous notez que la plastie est d'orientation verticale, très satisfaisante. Mais attention, vous vous souvenez que ceci est de valeur extrêmement relative dans ce contexte. Vous noterez par ailleurs qu'il existe un certain degré de signal au sein de votre ligament, un aspect légèrement ondulé, probablement cet aspect dont parlait Collins dans son étude, et vous noterez aussi, même si nous n'avons pas montré les coupes consécutives, que la partie proximale est peut-être discontinue. Vous allez donc observer avec attention cet endroit-là sur des coupes consécutives, que ce soit dans un plan coronal ou axial. Sur des coupes consécutives dans un plan axial, eh bien vous verrez votre partie proximale du ligament, puis vous en verrez un certain degré d'estompement qui se prolongera vers le bas. Le ligament est manifestement aminci par rapport à ce que l'on attendrait. Et quand on descend, vous voyez encore une fois une zone d'hypersignal focal en son sein qui vous pose question lorsqu'elle est corrélée avec les images du plan sagittal et du plan coronal que nous allons voir. Le ligament reprend un aspect relativement acceptable vers le bas et jusqu'à son insertion sur le tibia. Vous êtes encore un peu perplexe et vous allez donc observer avec attention le plan coronal pour vous convaincre que oui, cette partie haute est quand même extrêmement douteuse par rapport à la partie moyenne de votre ligament, la partie basse étant également de signal relativement intermédiaire. 3 ans après la chirurgie, on attendrait pourtant un ligament de très faible signal. Dans le cas présent, nous n'avons pas réussi à trancher et nous avons fait cette pirouette que nous vous avons proposé à faire avec mesure, comme sur un ligament natif, de rupture au moins partielle de notre plastie ligamentaire. Le chirurgien a donc eu l'attention à attirer là-dessus, il examine son patient qui présente bien un tiroir antérieur modéré, avec un début de ressaut rotatoire. Ceci va convaincre parce que le patient est jeune et très demandeur sur un plan sportif,
à réintervenir pour faire une plastie du ligament croisé antérieur. Lors de l'arthroscopie, ce sera bien le diagnostic de rupture partielle avec étirement et incompétence du greffon qui sera proposé. Pour terminer sur les signes de rupture de plastie du ligament croisé antérieur, évoquons brièvement la place des signes secondaires dans le cadre ici de la rupture complète. Collins nous propose d'étudier le tiroir antérieur comme sur un ligament natif en utilisant un cut-off de 5 mm chez ce patient que nous vous montrons, victime d'un traumatisme sur plastie ancienne. Le tiroir antérieur est estimé à 12 mm. Voici la performance diagnostique de ce signe indirect. Le deuxième signe indirect classique que nous avons évoqué dans la rupture du ligament croisé natif est la verticalisation du ligament croisé postérieur. Voici la performance de ce signe et voici chez le même patient cette verticalisation très marquée dans un plan sagittal. Pour terminer, l'auteur a étudié, mais ceci est sujet à l'ancienneté du traumatisme bien entendu, la performance diagnostique d'un œdème en miroir sur votre fémur d'une part et votre tibia d'autre part, avec une très forte spécificité et une variable prédictive positive qui n'est pas parfaite mais avoisine les 90% au prix d'une sensibilité faible et dépendant, on l'a dit, de l'ancienneté du traumatisme. Ainsi, c'est bien un faisceau d'arguments, signe direct, on vous l'a montré parfois subtil, et signe indirect qui vous permettent d'avancer, toujours bien sûr corrélés aux données de l'examen clinique, en termes de laxité notamment. Nous l'avons dit, il existe une seconde cause de laxité du genou. L'attention doit être attirée lorsque le patient vous dit que oui, il a eu une plastie, mais que depuis, il n'a jamais eu le moindre nouvel accident. Vous vous concentrerez alors fort logiquement sur la position des tunnels. Chez cet homme de 45 ans avec laxité résiduelle, très rapidement, dans le plan sagittal, vous confirmerez 1 an après la chirurgie que manifestement, ce ligament croisé est beaucoup trop vertical, est en plein milieu de l'épiphyse tibiale et non pas comme on le souhaiterait sur ce deuxième quart antérieur. On comprend bien qu'il y ait du jeu au sein de ce ligament, dans cette fosse et plus généralement dans ce genou. Exemple d'une autre patiente, 34 ans, laxité résiduelle. Vous faites une radiographie, d'emblée vous pouvez vous questionner sur le bon positionnement ou non de ce tunnel tibial. Lorsque vous faites l'IRM, vous confirmerez que son point d'entrée est quand même relativement postérieur. On comprend que cette plastie ne puisse pas s'appuyer sur le fond de la fosse intercondylaire. Il existe donc du jeu dans cet espace, du jeu dans la fosse et du jeu au sein de ce genou. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait de ne pas trop parler de la position des tunnels lorsque votre patient vient pour un autre motif, et en particulier lorsque le chirurgien vous dit que le genou est parfaitement stable. Nous en avons terminé avec ces deux causes de laxité que sont la rupture, évidente, et la position des tunnels, un peu moins évidente. Passons maintenant au cadre de la raideur, en particulier raideur en flexion avec léger flestome, c'est-à-dire un défaut d'extension. Deux causes extrêmement classiques doivent être recherchées. Nous parlerons, nous l'avons dit, d'abord de la malposition de nos tunnels, et dans un second temps, de l'arthrofibrose et du célèbre cyclope syndrome. Commençons par évoquer le cas de la malposition du tunnel tibial qui peut être trop antérieure, au risque de nous répéter un peu. Cette position trop antérieure favorise, on l'a dit, un conflit avec le toit de la fosse intercondylaire, avec défaut d'extension de quelques degrés qu'on appelle un flessum. À vrai dire, on parle beaucoup et classiquement dans la littérature de cette entité. Il faut dire que désormais, elle est relativement rare, les chirurgiens ayant pris, lorsqu'ils font une plastie du ligament croisé antérieur, l'habitude de fraiser cette portion basse de la fosse intercondylaire pour limiter ce risque d'évolution vers le conflit. En voici un aspect chez un homme de 37 ans se plaignant d'un certain degré de flessum. Il existe chez lui une kystisation, c'est vrai, de son insertion tibiale, mais également manifestement un conflit entre sa plastie et la partie basse de la fosse intercondylaire qu'il faut savoir détecter et rapporter dans notre compte-rendu. Le traitement de cette entité ne sera pas un démontage de la plastie ligamentaire, mais bien une arthroscopie avec résection de cette portion osseuse basse conflictuelle. Nous en arrivons enfin à cette vedette qu'est l'arthrofibrose ou le cyclope syndrome. On en parle beaucoup, et à juste titre, car cette entité se rencontrerait à minima dans 1 à 10% des plasties du ligament croisé antérieur. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une prolifération de nature fibreuse à la partie antérieure de la fosse intercondylaire et en particulier immédiatement en avant
de l'insertion de la plastie au sein du tunnel tibial. Un certain nombre d'auteurs considèrent que ce cyclope provient en fait d'une prolifération fibreuse sur un résidu du pied du ligament croisé antérieur natif qui évoluerait pour son propre compte, grossirait et viendrait créer une masse dans ce coin antérieur du genou, favorisant très logiquement un défaut d'extension de votre genou par butée antérieure. Une seconde forme d'arthrofibrose serait une forme dite diffuse, le pivot central, voire l'articulation postérieure ou antérieure comme nous l'avons dessiné ici, se retrouvant engluée dans une prolifération fibreuse tout à fait inappropriée. Cette entité est nettement plus rare. Voyons maintenant la sémiologie de ce syndrome du cyclope. En prenant l'exemple de ce patient de 34 ans, nous allons trouver un nodule de signal faible en position que nous avons détaillée immédiatement en avant de cette insertion de la plastie ligamentaire. Cette structure se reconnaît en général très bien en pondération T1 car il y a bien entre la plastie et la graisse de Hoffa une structure de signal faible ou intermédiaire. En pondération T2, le diagnostic peut se faire, mais il est souvent un peu plus subtil. L'anomalie est de signal intermédiaire à faible, parfois un peu difficile à distinguer d'une graisse de Hoffa légèrement inflammatoire. Nous vous invitons donc à toujours bien observer ce plan sagittal T1. Pour confirmer le diagnostic, on parle souvent de l'injection. Bien avant cela, nous allons vous inviter à utiliser systématiquement et comme toujours les autres plans d'étude que sont le plan coronal et le plan surtout que nous aimons beaucoup, le plan axial qui, comme vous le voyez, vous montrera cette structure de signal intermédiaire qui bombe vers l'avant et refoule cette graisse de Hoffa, manifestement fat-saté dans le cas présent. Enfin, le plan coronal pourra vous montrer la même image quand vous en avez un peu l'habitude, et vous comprendrez de quoi il s'agit, pourquoi on parle d'un cyclope, parce que lorsque les chirurgiens rentrent par voie antérieure, ils ont cette vision d'un œil qui les regarde, d'une structure unique dont la coloration est à peu près la même que celle de la sclérotique d'un œil, cette curieuse image de pupille que nous voyons chez ce patient n'étant que le fait du hasard, elle n'est pas censée rentrer dans la sémiologie du cyclope syndrome, que ce soit dit. Nous n'avions pas tardé à dire ce que nous pensons de l'injection de produits de contraste. C'est vrai qu'elle est souvent vendue comme importante dans le syndrome du cyclope pour montrer une prise de contraste de la fibrose, et nous la réalisons donc religieusement. Pour autant, le diagnostic est souvent fait sur le T1, puis les autres plans en insistant sur le plan axial que nous aimons beaucoup, puis le plan coronal. Lorsqu'on injecte, eh bien, cette fibrose n'est souvent pas complète. La prise de contraste est souvent même très périphérique et lorsque l'on demande aux chirurgiens, ils nous le confirment. Lorsqu'ils incisent un cyclope syndrome, ils réalisent qu'il existe souvent à l'intérieur une petite poche liquidienne, d'accumulation liquidienne, et c'est bien l'impression que peut nous donner cette injection dans le cas présent. Prenons l'exemple d'un second patient avec une forme un peu plus légère d'un défaut d'extension extrêmement pénible. Lorsque vous regardez dans le plan sagittal, en densité de protons, vous allez bien voir un petit épaississement un peu curieux sur le versant antérieur de l'articulation, juste en avant de l'insertion du ligament croisé antérieur. Il en faut parfois peu pour que ce petit effet de masse, on le comprend très bien, empêche une extension complète du genou et empêche le rapprochement du fémur et du tibia. Ce plan sagittal ne fait pas tout, vous allez donc légitimement vous précipiter sur le plan T1 qui va bien vous montrer cette petite masse qui n'est ni de la plastie, ni de la graisse de Hoffa antérieure. Et vous confirmerez les choses dans le plan coronal pour confirmer l'existence d'une petite boule interposée entre le fémur et le tibia. Enfin, comme toujours, vous regarderez le plan axial qui confirmera l'existence d'une petite masse. Vous poserez, sans avoir besoin d'injecter, le diagnostic de syndrome du cyclope. Le patient et le chirurgien seront contents d'avoir une cause à ce défaut d'extension. L'arthroscopie permettra de réséquer cette masse et de restituer les quelques degrés d'extension manquants au patient. Nous terminerons en évoquant brièvement la possibilité d'une arthrofibrose diffuse. Vous rechercherez alors une prolifération de signal T1 faible, éventuellement avec prise de contraste, au pourtour des éléments du pivot central et de la plastie, s'étendant parfois en direction du versant antérieur et ou postérieur de l'articulation. C'est une entité, somme toute rare, pour ne rien vous cacher, un peu difficile à trouver dans notre collection. Au total, le premier point fort à retenir est que le flessum et la laxité sont les deux causes d'insatisfaction d'une plastie ligamentaire les plus fréquentes. Attention que l'IRM est aussi souvent indiqué dans ce contexte de plastie pour explorer des douleurs à la recherche de lésions méniscales et ou
cartilagineuse bien entendu. Le second point fort à retenir est que la recherche d'une rupture nécessite d'analyser la plastie dans les différents plans d'études en sachant que les critères traditionnels, souvenez-vous de la discontinuité mais surtout de l'horizontalisation, sont de sensibilité très incomplète. Le troisième point fort à retenir est que le syndrome du cyclope, dite arthrofibrose focale, est une complication fréquente, 1 à 10% des plasties du ligament croisé, facilement visible sur une IRM sans injection pour peu que l'on utilise bien le plan T1 et les 3 plans d'études en densité de protons FATSAT. Dans le prochain module, nous nous intéresserons à l'anatomie et à la pathologie du ligament croisé postérieur. Je vous remercie de votre attention.